Salut les amis, bon voilà on est à Hong Kong, attendez je vous fais visiter un petit peu. On est à Hong Kong à Tai Kwun, c'est un ancien commissariat de police, prison à Hong Kong et j'aime bien venir ici pour prendre un petit verre. Il y a des restos, des bars et aujourd'hui j'ai un ami de passage qui est ici, Georges, qui est déjà intervenu sur notre chaîne il y a combien de temps? Il y a quelques mois pour les européennes. C'est les européennes, ouais. Voilà, il s'était positionné pour les européennes. Et voilà, donc aujourd'hui on va parler politique. Simple, voilà, on prend un petit café tranquille. Et ce qui m'intéresse, c'est de prendre des nouvelles de mon ami Georges, que j'ai rencontré à Paris en 2022, quand on se préparait pour les élections législatives. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. On était jeunes et beaux à l'époque. Voilà, maintenant les temps ont changé. Et voilà, et là, petit passage, tu es en vacances à Hong Kong quelques jours. Ça tombe pas super bien parce que j'ai une compétition sportive ce week-end, donc je ne bois pas d'alcool, je fais attention. Mais voilà, on prend un café, on prend un petit verre. Voilà, quoi. Je suis et oh, mais après, tu vas sortir, tu vas faire la fête. Mais voilà, on prend des nouvelles et en fait, tu vas tout nous dire. Tu vas tout nous expliquer. On a combien de temps comment là tu vois le monde. Alors, on a le temps, on peut mettre 1 heure, on peut mettre 10 minutes. Et voilà, parlons de tout. Alors déjà, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu trouves la ville? Alors Hong Kong, je suis arrivé mardi. Je suis arrivé mardi. Première fois à Hong Kong. Première fois en Asie d'ailleurs, d'une manière générale. Ah oui, première fois en Asie. Ah ouais, tu n'es jamais allé Vietnam, Thaïlande j'avais été pour les vacances? à Bangkok il y a plusieurs années. Mais voilà, mais sinon, là, la tournée que j'ai fait, parce qu'avant d'être à Hong Kong, j'ai d'abord fait Séoul. Ouais. Magnifique, Séoul, j'ai beaucoup aimé. Très particulier, mais j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai fait Shanghai. Alors, Shanghai, j'ai été émerveillé. La Chine continentale, enfin, je ne connais même pas la Chine, donc j'ai beaucoup de préjugés. Oui, oui. Bah, tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as pensé C'était quoi tes préjugés? Qu'est-ce que tu as vu à Shanghai? Mais attends, on a tout à apprendre des Chinois, quoi. C'est un truc. Enfin, je veux dire, on a des préjugés en Europe. Pour moi, je partais là-bas. C'est une ville sale. Les gens crachent partout. Ils n'ont pas de manière. C'est une dictature. Tu peux rien faire. Ouais, voilà, tu sais, ce genre de clichés. Mais attends, ils sont à des années-lumière. La ville est d'une propreté. Je veux dire, Paris à côté, c'est une poubelle. Hein. Bon, c'est pas compliqué d'être. Voilà, exactement. Mais bon, je veux dire, c'est d'une propreté. Hong Kong est plus sale par contre que Shanghai, hein, je te dis sincèrement. C'est possible, ouais. Parce qu'en fait, Hong Kong, c'est un peu plus, on va dire, traditionnel. Et Shanghai, c'est tout neuf. Ah, c'est nickel. Voilà. Et j'ai été émerveillé par la discipline des Chinois parce que, par exemple, alors à Séoul, ça ne m'a pas étonné. Le feu est rouge piéton, il n'y a pas de voiture, il n'y a personne qui traverse, ils attendent tous le vert. Donc Séoul, ça ne m'avait pas étonné. Mais par contre, Shanghai, en Chine, je me suis dit, c'est le bordel, ils traversent n'importe où, machin, etc. Pas du tout. Hein. Il n'y a personne pas de voiture, le feu piéton est rouge, ils ordonné, attendent. Non, nickel. Donc franchement, j'ai été émerveillé. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est pas bien. Ah non, moi j'adore, c'est là. C'est beau. Il y en a qui aiment bien le bordel. Non. Et toi, tu trouves que c'est bien? Non, moi je trouve que c'est bien. C'est la discipline, on a besoin de discipline. Enfin, moi je trouve que c'est top. Et puis après, j'ai pris le train. Alors, pareil, les stations de train. Ça n'a rien à voir avec le métro de Paris. C'est les aéroports. Ouais. Je veux dire, c'est les terminaux d'aéroports. Hein. J'ai pris le train à Shanghai pour aller à Suzhou. Tu sais, oui, Suzhou, ouais, j'ai un pote qui habite là-bas. Magnifique. C'est loin quand même, ça met 1 heure. C'est 1 heure, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu es parti faire quoi là-bas? Tourisme, visiter, c'est beau. Hein. Après, j'ai fait la ville où il y a eu le G20 en 2016, je crois. Mais je ne sais plus c'est quelle ville. J'ai fait 2 villes dans les terres. Okay. Et je prenais le métro. Et puis en plus, c'est carré, quoi. Le train part à 14h04. 14h04, il est parti, hein, les gens attendent, enfin, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Et les stations de train, c'est des aéroports, quoi. C'est Roissy-Charles de Gaulle, hein, tu as l'impression d'arriver à l'aéroport. Bref, vraiment, ça a été une super découverte, la Chine, j'ai adoré. Et puis, alors, un autre truc, c'est cashless là-bas, il n'y a pas de cash. J'ai halluciné. C'est-à-dire que tout se paye avec le QR code, WePay ou Alipay. Et toi, tu as pu? Non, moi, j'ai pas pu. Moi, j'étais avec mon cash parce que j'avais pas le Alipay, donc je me travaillais avec le cash. Sur Alipay, tu peux mettre ta carte de crédit, même étrangère. Ah, ok. Tu n'as pas essayé? Non, j'ai pas essayé. Donc, j'avais mon cash à l'ancienne, là, comme ça. Et où j'ai halluciné,
C'est-à-dire, et je plaisante pas, hein, les mendiants ont des QR codes, quoi. Ouais. C'est un truc de fou, le mendiant a un QR code. Donc si tu veux, tu scannes le QR code et puis tu lui files. Même moi, ça m'a étonné quand j'ai vu ça, parce que ça d'ailleurs, ça fait partie des choses dans lesquelles la Chine est plus évoluée qu'à Hong Kong. À Hong Kong, les mendiants, ils prennent du cash. Enfin, ils ont peut-être un QR code, mais... Voilà, quand tu penses qu'en France... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je veux dire, quand tu penses qu'en France, pour ouvrir un compte bancaire, on te demande une liste de papiers comme ça, enfin c'est un truc de fou. Tu reçois 1 euro sur ton compte, on te demande d'où vient l'euro, etc. Ici, le mendiant, c'est en QR code, quoi. Alipay, WePay, enfin c'est hallucinant. Et je me rappelle d'une anecdote, en marché, et il y avait sur une table, j'avais soif, j'étais avec une amie, et il y avait des bouteilles d'eau. Et en fait, tu viens, tu as des bouteilles d'eau, tu as un QR code à côté, tu n'as personne, hein. Tu n'as pas de vendeur, tu n'as personne. Hein. Les bouteilles sont sur une table. J'ai même filmé, j'ai une vidéo sur ça. Les bouteilles sont sur une table, tu as un QR code, tu prends le nombre de bouteilles que tu veux, tu scannes, tu mets le prix, c'était 10 yens la bouteille. 10 yuan la bouteille, tu scannes et tu t'en vas. C'est pas près d'arriver ça en France. Hein. Là-bas, il n'y a pas de racaille. Il n'y a pas de racaille, c'est quand même assez fou, quoi. Paf, tu scannes, tu prends tes bouteilles. Franchement, émerveillé, et c'est pas c'est la première, mais c'est pas la dernière fois que je vais en Chine. Après, bon, j'ai continué au Cambodge, pareil, super, j'ai découvert le Cambodge, magnifique. J'étais à Phnom Penh, j'ai pas pu aller à Angkor Wat, mes prochains voyages je le ferai. Mais Phnom Penh par contre, j'ai visité le camp S21, je sais pas si ça te parle. C'est le camp d'extermination des Khmers par les Khmers. C'est là où ils ont exterminé la population Khmer. C'est impressionnant, hein. Ça, là tu vois, j'en parle, j'ai encore des frissons. Tu rentres, c'est là où pendant le génocide Khmer sous Pol Pot, de 76 à 79, ils ont génocidé ils ont exterminé les trucs, mais c'est impressionnant, hein, c'est lourd. Hein. Tu rentres dans le camp, tu as les chambres de torture au début, première chambre, moi j'arrive même pas à rentrer, tu as tellement d'énergie, tu sentais la souffrance, les âmes dedans, c'est vraiment une expérience, ça te prend, enfin moi ça m'a pris, j'avais les poils qui se sont dressés, j'ai même pas pu rentrer au début, après je dis non, je vais rentrer, donc tu rentres, mais tu sens la torture, la souffrance, enfin, c'est vraiment terrible, et c'est horrible de se dire à quel point l'homme, enfin la barbarie, parce que là quand tu vois, parce qu'il te raconte c'est hard, hein, de quoi l'homme est capable, et il te raconte comment il les exterminait, enfin comment il est torturé, parce qu'en fait l'idée c'était il les prenait, il les torturait pour avoir des aveux, et une fois qu'ils avaient obtenu les aveux qu'ils voulaient, il les tuait, quoi. Mais c'est les tortures qu'ils ont infligées, je dirais que ça c'est terrible, quoi. Et ce lieu, mais je m'en souviendrai toute ma vie, hein, les frissons, tu sens tu sens les âmes, quoi. Tu sens dedans toute la souffrance, c'est terrible. Et plus jamais j'espère qu'on pourra revivre ça, quoi. Une telle cruauté, une telle barbarie, Pourquoi tu as choisi de visiter ça au Cambodge? Et pourquoi ce parcours d'ailleurs Séoul, Shanghai, Phnom Penh, Hong Kong? C'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps? Tu avais une to-do list? Alors non, franchement, je vais te dire, bon, ça faisait longtemps que je voulais visiter l'Asie. Mais par contre, ce que j'ai fait, je me suis laissé porter par le vent. D'ailleurs, là, je devais être à Singapour. Ouais, tu as tout changé. J'ai tout changé. Minute, ouais. Et là, je vais partir à Tokyo. Je suis resté 2 jours de plus. Ouais. Je vais faire que 48 heures et j'ai beaucoup aimé Hong Kong. Et du coup, c'est dommage de venir que 48 heures. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, je reste jusqu'à. Tu devais partir ce matin. Ce matin tu as étendu ton séjour. Exactement. Et pourtant, tu es arrivé à Hong Kong quand le temps était pourri. Tu t'es tapé un typhon. En fait, là, tu n'as pas découvert le mieux de Hong Kong. Là. Mais en tout cas, il y a des good vibes à Hong Kong. Je sais pas, il y a quelque chose, tu sens, il y a une bonne énergie. Et puis je trouve que c'est assez simple. Enfin, je trouve que l'Asie est assez simple quand même, mine de rien. Les gens, les contacts, les rapports humains sont assez simples. T'as pas de stress. Tu vois, là, je marche, j'ai mon téléphone qui est là. Donc, tu t'en fous. T'as pas de peur. Où est mon téléphone? Où est ci? Où est ça? Enfin, oui, bon, après, c'est pareil à Dubaï, par exemple. Oui, c'est vrai. Et d'autres, voilà. C'est pas spécifique à l'Asie. Bon, même si c'est plus courant en Asie, peut-être. Ouais. Mais là, tu as peut-être une certaine énergie quand tu sors, il y a plein de choses à faire. Hier, tu étais aux courses. Ouais, tu as gagné d'ailleurs. Ouais, on a gagné. Quand je suis parti, tu étais gagnant. Ouais, on a rejoué, on a perdu, on a regagné. Bon, au final, on s'est pris $200, quoi. Bon, ça va. Ouais, ça va. Si tu perds pas, tu es gagnant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme dans tous les jeux.
Mais moi, c'est plus pour le fun, Voilà, pour c'est le rigoler. vibes. Je suis pas du tout gambler, c'est pas du tout mon truc. Mais bon, c'est bien quand tu vas une fois et puis ça te donne le fait de parier, bah, te donne un intérêt à regarder la course. Oui, Parce oui. que là t'es vraiment, voilà. Non, mais c'était sympa, franchement très sympa. Et donc voilà, ouais, le Cambodge. Donc tu me disais pourquoi j'ai fait ça. En fait, j'ai pas d'itinéraire particulier. J'ai juste pris un billet pour Séoul. Donc j'ai fait mon Paris-Séoul. Et après, je me suis laissé porter par le vent. Bah, au Cambodge, je ne devais pas y aller au Cambodge. C'était pas prévu dans mon plan. Mais pourquoi tu as changé? Bah, Pourquoi parce tu que, as à alors, Phnom Penh? ça s'est fait, mais comme ça, je mets une story de Séoul et j'ai un pote qui voit la story et il me dit mais t'es en Asie et tout. Je dis ouais, mais il me dit bah, on part au Cambodge du 8 au 12. Ah bah je viens aussi. Bah oui, et ça s'est fait comme ça. Je dis bah attends, je vous rejoins, je suis juste à côté. Et donc ça, c'est comme c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Cambodge avec mes amis. On a passé 5 jours magnifiques, on s'est bien amusé. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Cambodge, pareil, une super découverte. Jamais j'aurais imaginé. Et ben, pareil, je vais à Singapour, mes amis qui connaissent bien l'Asie m'ont dit attends, qu'est-ce que tu vas foutre à Singapour, il n'y a rien. Je ne sais pas si tu confirmes, toi tu connais mieux que moi. On m'a dit laisse tomber ça va Singapour. pour 2 jours, il y a tout sympa à faire. Mais c'est vrai que pour 1 ou 2 jours, voilà, après tu as fait le tour. Ouais, c'est ça, ils m'ont dit va à Taipei ou va à Hong Kong. Ouais. Et donc j'ai dit Taipei, ils ont j'ai personne, Hong Kong, bah, j'ai toi, j'ai dit bah, allez, j'ai Marc. Et puis je t'avais promis une fois la dernière interview qu'on a fait, je t'ai dit que je viendrais te voir. Ouais. Donc voilà, j'ai tenu ma parole, je suis venu. Mais après tu es venu quand je ne peux pas manger et boire. Mais en tout cas, pareil, comme Shanghai, je veux dire, c'est la première, mais pas la dernière. Donc je reviendrai et on va bien, là, on va bien vraiment se mettre, faire la fête. Exactement. Mais bon, même si je suis pas là, il y a mes potes que tu as vus, que tu vas revoir. Donc c'est le but du CFI aussi, c'est le réseau. Donc tu as rencontré des bons potes. Absolument, non mais merci de comment on va dire ton entremise. Dans une heure. Ouais, absolument. Non, très j'ai encore des potes après aussi au Japon. Parce que là tu pars au Japon du coup samedi. Ouais, alors je sais pas du coup, je sais pas, je pense rentrer à Paris direct parce qu'après je pars à Miami. Quand? Le 25. Le 25 à Miami, mais tu as le temps encore, c'est le week-end d'après. Ouais, mais il faut que je rentre à Paris avant d'aller à Miami. Ben, il faut que je bosse un peu quand même. Tu vas voir des amis à Miami? Ouais, j'ai mon cousin, j'ai de la famille, donc je vais voir mon cousin, que je n'ai pas vu d'ailleurs depuis très longtemps, une dizaine d'années. Donc je vais voir mon cousin, il habite à West Palm, enfin, dans la banlieue de West Palm. Et après, je pars avec lui en Colombie. Donc on part parce qu'il m'a expliqué qu'à partir du 25-26, tout est fermé pendant une semaine, c'est Thanksgiving, il ne travaille pas, c'est les Thanksgiving fêtes et tout. Donc lui aussi il ne travaille pas, donc il part en Colombie, donc je me greffe, on va en Colombie. Donc du coup je vais rentrer quand même, je pense rentrer, je ferai Tokyo à un autre moment. Et puis voilà, ça va faire plus de 25 jours que je suis parti quasiment. 25 jours, donc non, c'est un bon trip. Mais bon, tu bosses en même temps. Non, je bosse, ouais, c'est clair. Le matin, je suis connecté depuis ma chambre d'hôtel. Tu gères tes trucs quand même. Ouais, non, je gère. J'ai un client j'arrive à Séoul. Il m'appelle, on s'était vu la veille et tout, il est en train de créer des sociétés et tout ça, donc j'avais tout fini avant de partir. Il m'appelle en urgence, il me dit putain j'ai besoin d'un business plan sur la société et tout. Je dis bah merde, j'étais à Paris, tu aurais pu me le je suis à Séoul et tout. Et ouais, j'ai besoin de trucs, donc du coup j'ai bossé, je lui ai fait son business plan depuis Séoul, donc je suis resté à l'hôtel, au business plan. Toi tu l'as fait? Ouais, j'ai fait son business plan. Tu n'as pas des équipes à Paris qui pouvaient le faire? Ouais, j'ai 4 collaborateurs, heureusement, parce que sinon je ne serais pas là. Heureusement, j'ai 4 personnes qui bossent et qui sont très impliquées, très sérieuses. Elles m'aident énormément, je suis très content d'avoir l'équipe. Mais bon, ça c'est le genre de truc, c'est moi qui l'ai fait. Et dans le même temps, ton pote, tu veux être sûr de ce que tu. Ouais, exactement. Parce que là, ça engage un peu. Et puis, c'est pas des choses récurrentes et tout. Et j'ai un autre client aussi qui me dit putain, j'ai besoin d'un prévisionnel. C'est une filiale, une grosse boîte de télé. C'est une boîte de com, filiale d'une chaîne de télé française. Et il me dit putain, ils ont besoin d'un prévis sur 3 ans. Ah merde, tu le veux pour quand? Bah pour ce soir. Donc du coup je l'ai fait, tu vois. Donc oui, je reste connecté, même si je fais mon tour, je reste à l'écoute de mes clients, bah, c'est important. Alors on rappelle ce que tu fais, tu fais du company services, tu fais la comptabilité, tu fais quoi en gros? Alors moi je suis expert comptable de formation initiale, je suis diplômé d'état expert comptable commissaire aux comptes. Et j'ai une double formation parce que j'ai un master 2 de droit. Droit fiscal. Donc, tu peux tout faire quoi, la comptabilité, la fiscalité. Fiscalité, ouais, je suis spécialisé en contentieux fiscal, procédure fiscale, etc. Et d'ailleurs j'ai siégé pendant de nombreuses années avant de partir au Liban dans la commission départementale des impôts de Paris et la commission nationale. C'est là où tu traites le pré-contentieux avant d'aller au tribunal administratif, c'est très intéressant, tu as des fois des dossiers assez intéressants. Et j'ai été aussi juge, comme ça se voit très bien, j'ai été juge au tribunal de commerce de Paris pendant 5 ans.
Donc j'ai une forte dimension juridique. Donc je suis à la fois financier, on va dire, et juriste. Et puis ouais, j'accompagne des entreprises, des particuliers, etc. de tous les domaines administratifs, comptables, juridiques, fiscales, création de société, augmentation de capital, procédure fiscale, contentieux, enfin tout ce genre de trucs. Bon voilà, donc business, finance, juriste, français de l'étranger, binational, tu habites au Liban, tu es aussi libanais? Absolument, ouais, je suis libanais d'origine. Comme typique, ça se voit très bien d'ailleurs. Voilà, typique français de l'étranger, et tu voyages beaucoup, comme on se retrouve ici à Hong Kong. Bon, voilà. Ah ben, pur français de l'étranger. Hein, voilà, moi. pur français de l'étranger, et donc on va dire que tu es tout à fait légitime pour représenter les Français de l'étranger. Et donc, allons dans le vif du sujet. On s'est rencontrés dans le cadre des élections législatives en 2022. Tu as été le candidat à Reconquête dans ta circonscription, la 10e, c'est-à-dire Liban, Moyen-Orient. Très grosse partie de l'Afrique, à part le Maghreb, une toute petite partie subsaharienne. On va dire Afrique de l'Est. Ouais. En fait, la 9e, c'est le Maghreb, donc Tunisie, Maroc, Algérie, et puis Sénégal jusqu'à la Côte d'Ivoire. Et tout le reste, même l'Égypte est dans la 10, jusqu'au Ghana, l'Afrique du Sud, Madagascar. L'Afrique du Sud, c'est ta circo aussi? Ouais, d'accord. Afrique du Sud, Seychelles, tout ça jusqu'au Moyen-Orient, c'est la 10e. D'accord. Donc on s'est rencontrés via Reconquête, on a eu une bonne formation, d'ailleurs à l'époque c'était bien, on s'était vu à Paris, c'était 1-2 jours de formation, une journée. Une journée. Ouais. Et après pas mal ça s'était très bien organisé, je me rappelle j'ai des très bons souvenirs de Reconquête. Et moi j'étais le candidat pour la 11e Cerco, mais toi tu étais 10, moi j'étais 11, Asie, Océanie, Europe orientale. Et entre temps, ben voilà, il s'est passé plein de choses. On va pas faire tout le parcours en détail, mais bon, ma question est très simple, où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait entre temps? Dis-nous tout. Alors, je te remercie de poser la question. Ouais, ça a beaucoup évolué. En fait, moi je m'étais engagé chez Reconquête parce que moi, je suis quelqu'un de conviction. Je suis quelqu'un de conviction, je fais les choses par conviction, je ne fais pas les choses par ego. Donc quand je suis rentré chez Reconquête en 2021, j'étais un simple militant. Hein. J'avais pas de prétention particulière en rentrant chez Reconquête, mais c'est parce que voilà, j'adhérais pleinement aux valeurs portées par Éric Zemmour à cette époque-là. Et puis bon, Éric Zemmour, c'est quelqu'un que j'admire. Pour moi, c'est un grand intellectuel. Enfin, c'est quelqu'un j'ai beaucoup appris en l'écoutant à la télé, etc. Donc voilà, déjà le personnage. J'aimais le personnage et puis voilà, les idées qu'il défendait, je trouve ça tout à fait. Il n'y a rien de raciste, il n'y a rien de fasciste. Je suis libanais, je suis né en Côte d'Ivoire. Mais voilà, je trouvais. Donc j'ai rejoint Reconquête et puis les circonstances ont fait que de simple militant, je suis devenu responsable pays, puis responsable pays, responsable circo, puis investi pour les législatives. J'ai fait un score très honorable, 8,5%. Avec très peu de moyens, puisque c'était mon budget à moi, quand on n'avait pas eu de financement, personne n'a eu de financement du parti, donc avec mes propres moyens. Et puis tu sais, nous on doit faire 49 pays, enfin déjà tu prends le billet d'avion, tu en as pour 6 000 balles déjà, c'est pas tu prends le métro pour aller d'un quartier à un autre, quoi. Donc c'est des campagnes assez particulières. C'est pas la Suisse. Ah, c'est clair. C'est pas le 13e arrondissement de Paris, quoi. Et donc ça a été financé, tu as les hôtels, etc. Bon. Mais je l'ai fait sans savoir si j'allais faire 5% déjà, mais je l'ai fait voilà, parce que j'étais convaincu, c'est pour être remboursé, quoi. Faire le 5% c'est le seuil de remboursement, mais voilà, je suis convaincu, j'y vais, je fonce. Des gens m'ont dit mais t'es fou, tu vas perdre des clients, tu vas machin. Je dis écoute, voilà, si je perds des clients pour ça, tant pis. C'est souvent ce qu'on dit quand on s'engage en politique. Oui, surtout quand tu es indépendant. Tu as ton propre business. Ouais. Tu en as perdu ou pas? Non, non, justement, j'en ai pas perdu parce que les gens me connaissent humainement, ils savent qui je suis, ils savent faire la part des choses, exactement. Les idées et le professionnel, c'est pas pareil. Et après, moi, j'ai vraiment plus qu'une amie d'ailleurs, je lui enverrai la vidéo, d'ailleurs notre dernière vidéo, je lui avais envoyée, qui est LFiste. Et qui n'est pas juste militante LFiste. Hein. Mais voilà, c'est une très bonne amie, on se voit souvent à Paris, on échange beaucoup, on a des débats d'idées. On n'est pas d'accord sur tout, mais on peut discuter. Et ça j'aime bien, tu vois. Moi, au contraire, je trouve que la pluralité, le problème, c'est que tu as des gens surtout à gauche, malheureusement, qui ne t'acceptent que si tu penses comme eux, tu réfléchis comme eux. Majorité, je dirais. Voilà. Donc, toi, tu as des contre-exemples. Moi-même, j'ai des amis de gauche avec qui je peux discuter, mais ils ne sont pas nombreux. Oui, voilà, ils ne sont pas nombreux.
Et donc voilà, donc oui, donc je me suis engagé, j'ai fait le parcours. Ça s'est bien passé. Même mes amis en Côte d'Ivoire, parce que je suis né en Côte d'Ivoire, les amis en Côte d'Ivoire m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu es devenu raciste ou quoi? J'ai discuté avec eux, j'ai dit mais non, mais voilà, il n'y a rien de raciste, quoi. Je veux dire, être patriote, c'est pas être raciste. Je veux dire, c'est même normal d'aimer son pays. Et puis moi, je dois tout à la France. Donc je suis quelqu'un qui suis infiniment reconnaissant pour ce que la France a fait. Moi, sans la France, je ne serais pas là aujourd'hui. Moi, je viens d'une famille extrêmement modeste, je n'ai pas honte de le dire. Mon père ne travaillait pas, était plus que pauvre, mon père. Je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, c'est pas ça l'idée, mais je viens d'une famille très très modeste et mon père était malade, il a été soigné gratuitement par la France. Et moi, j'ai été au lycée français, j'ai été de la 6e à la terminale boursier. On n'a pas déboursé 1 franc parce que j'étais boursier. Quand je suis rentré en France, pareil, toutes mes études, je les ai faites gracieusement. J'avais une chambre universitaire, j'avais une bourse, j'étais boursier échelon 5, je veux dire, c'était le maximum à l'époque. C'était 2100 francs. On doit beaucoup à la France. En francs français, c'était 2100 francs. Je payais. C'était en euros, moi. Ouais, parce que je suis plus âgé que toi, même si ça se voit pas. T'as quel âge? 46. Toi, t'as 40, j'ai 6 ans de plus. Bah, c'est le passage à l'euro, hein. Moi, c'était 96, 6 de plus, 2002, c'est ça. Hein. Moi, c'était 2100 francs, je me rappelle, j'ai les chiffres encore en tête, 2100 francs. Et je payais ma chambre, ma chambre d'hôtel, ma chambre universitaire, 400 balles. 400 francs, il me restait 1500, 1600. J'ai travaillé comme poissonnier chez Carrefour. Ah, je savais pas ça, j'apprends des choses aujourd'hui. Ah ouais, bah ouais. Et poissonnier, oh là là, je vais avoir une image de toi, poissonnier. J'étais poissonnier chez Carrefour pendant mes études. Après, j'ai fait des petits boulots comme tout le monde. Je travaillais sur des marchés, j'ai vendu des fruits sur des marchés. Voilà, parce que je devais arrondir les fins de mois. Et donc, bref, tout ça pour dire que si j'ai pu avoir tout ça, c'est parce que la France me l'a donné, m'a permis. Et c'est pour ça que moi, je suis amoureux de la France, j'aime la France. J'aime le drapeau français, le bleu, blanc, rouge, je dois tout à la France, mais je n'oublie pas que je suis pas. Moi, tu sais, j'ai pas de problème à dire que je suis pas français de souche, et j'ai pas de problème à dire qu'il y a des Français de souche. Je ne suis pas non plus français de souche. Bah oui, mais ça me pose pas de problème. Tu sais, la dernière fois, j'étais le 14 juillet à l'ambassade de France et je rencontre une Française. Ah, comment ça va? Salut. Ça va? Tu as enregistré? Tiens, pas de problème. Salut, c'est l'ami. On est à Hong Kong. Hein. Bah oui, tu as mangé dans le coin? Tout le monde se connaît? Oui, je mange très dans la face. Ah, Café Claudel? Oui. Très bien. C'est des bons gars. Salut. Ciao. Et ouais, c'était le 14 juillet à l'ambassade de France, et puis il y avait une Française, et je lui dis, t'es française de souche? Française, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, mais elle s'est sentie agressée par ma question. Alors que, parce qu'on était à l'ambassade de France au Liban, il y a beaucoup de binationaux, enfin de franco-libanais. Et là, du coup, je voulais vraiment savoir si elle était libanaise. En fait, c'est ça ma question, de savoir si elle était libanaise, si elle était franco-libanaise. Voilà, parce qu'elle avait un physique qui passe partout. Donc, je voulais savoir. Donc, je lui demandais, est-ce que tu es française de souche? Putain, le truc, ça a été, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Mais non, mais qu'est-ce que c'est française de souche? Est-ce que tu peux me définir français de souche? Hey, calme-toi, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, tu as le droit d'être française de souche, de père et de mère et d'arrière-grand-père. Moi, je suis libanais de souche, si tu veux. Tu peux demander si les liens avec le Liban, c'est ce que tu voulais savoir. Oui, je veux savoir si c'était binational, en fait. C'est ça ma question. Ça. Parce qu'après, libanais, ça se voit pas tellement libanais. C'est comme moi. Moi, par exemple, tu me vois, je fais plus français que libanais. Hein. Pourquoi je suis libanais? C'est pas comme si c'était moi, quoi. Moi, on le sait bien que je suis pas français de souche. Toi, on pourrait penser que tu es français de souche. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça, moi j'adore la France, je respecte la France, je dois tout à la France, et c'est pour ça que quand j'ai commencé à travailler, au début j'ai commencé à un moment à payer beaucoup d'impôts, je paye énormément d'impôts en France, j'étais content. Ça, je te parle de ça, c'était dans les années 2014, 2015, 2016. J'ai arrivé à payer, je te parle même pas d'URSSAF, hein, je te parle qu'en impôts, je payais à peu près 6 000 € d'impôts. Mais Dieu merci, c'est que je gagnais de l'argent, je m'en plains pas. D'impôts personnels, d'impôts sur le revenu, je payais à peu près 6 000 par mois. Mais je m'en plains pas, hein. C'est pas, je suis content parce que je gagnais derrière. Oui, si tu payes des impôts, c'est que tu as gagné de l'argent. Voilà. Donc, tu en payes mieux aussi. Si on peut, exactement, et je paye quasiment à peu près autant en URSSAF. 5 000 à peu près, donc je payais à peu près 10-12 000 par mois de prélèvements entre l'impôt, l'URSSAF, etc. Et j'étais content de le faire, parce que moi, si j'ai pu faire toutes ces études, si mon père a pu être soigné, si mon père a pu avoir ce qu'il avait, si j'ai pu avoir ma bourse, etc., c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un
qui payaient des impôts qui m'ont permis ça. Donc j'étais très content de payer des impôts pour permettre aussi à une autre génération, les générations d'après. Mais aussi que le système te le permette, parce que le système a pu bien gérer les impôts à une époque. C'est-à-dire il prend l'argent des impôts, il sait où l'utiliser. Absolument. Après, maintenant, ça peut être de moins en moins vrai. Absolument, voilà. Il ne faut pas gaspiller l'argent public. Voilà. Maintenant, il ne faut pas que ça soit confiscatoire non plus, mais aussi, voilà, il faut bien gérer. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est plus le cas, quoi. Je veux dire, quand tu vas voir nos impôts, moi je veux plus payer d'impôts en France. Enfin, c'est triste à dire. Tu vois où ça part. Excuse-moi, moi je préfère payer des impôts pour avoir une ville propre, un pays propre, sécure, avoir de. Mais là, on a un pays qui est en déliquescence, qui en plus s'endette, enfin s'appauvrit d'année en année. Est-ce que c'est à cause de ça que tu t'engages politiquement? Oui, absolument. Parce que en gros, tu veux rendre à la France qu'elle t'a donné. Mais tu te reconnais plus dans voilà, c'est plus la même chance qu'avant, comment la France utilise l'impôt, donne sa chance à tout le monde, etc. Le système change, et tu veux sauver ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait que… Et puis je veux que les gens aiment la France, qu'on arrête de, je ne sais pas si on pourra dire French bashing, mais c'est un truc de fou. Je veux dire, c'est comme la dernière fois, j'ouvre Twitter il y a 2-3 jours, on interroge des petits gamins de 10-11 ans. Je l'ai vu ça, je crois. Tu l'as vu? Ouais, c'est quand même ça fait un petit buzz récemment. Enfin, qui dit unique la France, les machins. Ouais, 10-11 ans quoi. Mais arrêtons. En fait, ils sont élevés dans la haine de la France. Mais c'est ça, c'est un truc qui ne va pas. Mais c'est pourquoi ils sont élevés dans la haine de la France? C'est parce que les Français l'ont autorisé. C'est-à-dire les Français ont été nourris depuis 40 ans à la culture de la honte et de la culpabilité. Ça fait 40 ans qu'on injecte ça dans le cerveau des Français. On leur a lobotomisé le cerveau. On laisse faire. C'est peut-être pas le gouvernement qui a fait ça, mais en tout cas, il a laissé faire. Parce qu'il a laissé des idéologies se propager, des communautés se radicaliser, etc. Ouais. Parce qu'on ne s'aime pas soi-même, forcément. Quand tu ne t'aimes pas, comment tu veux que les autres t'aiment? Déjà, commence par t'aimer toi-même. Donc si toi, en tant que Français, tu ne t'aimes pas, comment tu veux que les autres t'aiment? Comment tu veux intégrer des gens? Et puis les intégrer à quoi? Donc moi, aujourd'hui, ces gens-là, ces gamins, moi, ça m'a fait de la peine d'entendre ça. Moi, à 11 ans, j'aurais dit vive la France, bleu, blanc, rouge. Vraiment, le drapeau de la France, il dit nique ta mère. Ton père, il n'a pas élevé comme les parents de ces enfants-là. Oui, absolument, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, c'est des victimes. Enfin, pour moi, ces enfants-là, c'est des victimes. Un gamin qui a 11 ans, voilà, moi, j'ai rien contre lui. C'est juste les parents, comment ils l'ont élevé, pourquoi ils lui ont mis ces idées dans la tête. Voilà. Et le gamin, il te dit ouais, je suis algérien, je suis 1, 2, 3. Alors, la devise de l'Algérie, alors 1, 2, 3, vive l'Algérie. Enfin, ça me fait rire. Et du coup, mais je veux dire, à partir du moment où tu aimes l'Algérie, retourne vivre en Algérie. Enfin, moi, tu vois, à un moment, pourquoi j'ai quitté la France? Parce que je ne me retrouvais plus comme j'ai quitté Reconquête aussi, parce que je ne me retrouvais plus dans les valeurs du parti. J'ai quitté la France parce que je ne me retrouvais plus dans ce pays, dans les valeurs du pays. C'est pour ça que je suis parti. Ou alors les valeurs du gouvernement actuel, tu veux dire? Parce que les valeurs de la France… Bon, après, ça change. C'est quoi les valeurs de la France? Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui? Ouais. C'est qu'est-ce qui a changé par rapport à Ouais, parce que tu te dis que tu ne te retrouves plus dans les valeurs de la France. Mais en fait, les valeurs de la France, elles sont, on va dire, elles sont plutôt saines, elles restent les mêmes. Mais en fait, c'est les valeurs du gouvernement qui a changé. C'est les valeurs. Enfin, je le vois comme ça, non? C'est la politique qui a changé. La France, c'est toujours la France, c'est un beau pays, c'est une belle langue, c'est une belle culture. Mais attends, la France, c'est un beau pays, absolument, c'est un des plus beaux pays au monde. T'as tout en France, t'as tous les reliefs, t'as tous les paysages, enfin, c'est un super pays. On a une gastronomie, on a tout. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade où tu ne peux plus rien dire, tu ne peux plus parler. Donc c'est le système français, tu trouves plus financier. Absolument. Et puis toute cette vague d'immigration. Enfin, moi, je suis contre l'immigration. Enfin, je veux dire, c'est pas être raciste que d'être contre l'immigration. À un moment donné, on peut pas accueillir. Tu veux dire aussi que la France, c'est plus celle que tu as connue. Oui, c'est ça. Voilà, dès que tu arrives à Charles de Gaulle, tu vas dans certains quartiers, tu prends le RER, tu vois que c'est plus vraiment la France. Oui, bien sûr. Ça aussi. Oui, bon, là, on est d'accord aussi. Il y a un changement. Et c'est pas cette France-là que c'est pas la France. Elle est plus que millénaire. Enfin, elle a des traditions. Enfin, je veux dire, quand tu oublies d'où tu viens, quand tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas. Enfin, tu vas nulle part. Tu vas dans le mur. Donc, il faut être ancré dans ses traditions, connaître son histoire, connaître son passé. Après, je ne dis pas que tout ce que la France a fait est magnifique, mais la France, c'est un tout. Il y a des choses bien, il y a beaucoup de choses bien, il y a énormément de choses bien, et puis il y a des choses qui ne sont pas bien, mais voilà, ça fait partie de l'histoire, c'est un paquet. Voilà, comme tout pays. Et donc, on prend tout. Et donc, il faut arrêter de se flageoler, dire la colonisation,
internationale, la collaboration, machin, et on s'autoflagelle et on a honte et machin. Oh, on a un pays, la colonisation a fait des choses qui n'étaient pas bien, mais elle a fait énormément de choses qui étaient bien. Voilà, c'était dans un certain contexte à l'époque. Enfin voilà, faut arrêter. Je veux dire, on est arrivé à un stade où Napoléon te dit ouais, c'est je sais plus, là, tu as eu la polémique, là où on arrive à te rejuger des personnages de l'histoire à l'aune d'aujourd'hui. Enfin, c'est quand même assez dingue. Enfin, faut être fier de son histoire, faut être fier de son passé, faut être fier de. Faut pas déboulonner les statues, quoi. Mais bien sûr, par exemple, voilà. Mais bien sûr. Voilà, pour ça, on est d'accord. Ah, ben sinon, pour revenir à la politique, tu disais, bon, la France a changé, je ne t'y retrouve plus, mais Reconquête a changé aussi. Je sais pas si c'est. Moi, je sais pas si c'est Reconquête qui a changé. Moi, je ne me retrouvais plus au sein des valeurs. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'avant tu te retrouvais, maintenant tu te retrouves pas? Parce que si tu veux, Reconquête, je trouve qu'à un moment donné, ce que j'ai pas aimé, c'est que pour moi, c'est devenu le premier parti anti-musulman de France. Voilà. C'est-à-dire que même au sein des COMEX, au sein de nos COMEX, en interne, etc., les gens n'avaient que le mot islam à la bouche. Musulman, musulman, musulman. Les COMEX FDE ? Ouais, bien sûr, même partout. Et c'était, quand tu entendais Zemmour, c'est un truc de fou. Une fois, je me rappelle, j'avais fait une interview, j'avais commencé à le regarder, 5 minutes magnifiques. Il parlait d'éducation, etc. C'était vraiment top. Je dis waouh, c'est le grand Zemmour. Et 5 minutes à peine, il a fallu qu'il glisse islam musulman. Qu'est-ce que tu vas mettre islam et musulman dedans? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Enfin, tu vois, moi, je suis chrétien, j'ai énormément d'amis musulmans, j'ai rien contre l'islam, c'est des gens très très bien. Faut pas. Pourquoi pour moi, c'était devenu le parti anti-musulman. Et là, je me retrouve pas là-dedans. Et donc. Mais c'était déjà le cas quand tu t'étais engagé, tu t'es connu en Reconquête ou pas? Non. Tu penses que ça s'est accentué? Ouais, ça s'est un peu accentué. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ayant perdu pas mal de soutien, de voix, etc. Il a trouvé une fenêtre de tir ou un créneau là-dessus pour se maintenir, je sais pas, mais c'était pas le cas. Moi au début quand j'ai rejoint Zemmour, voilà, c'était patriotisme, souveraineté, on limite l'Europe, on redonne la souveraineté à la France, on limite le pouvoir de nuisance de l'Europe, tu vois ce que je veux dire? Patriotisme, amour du drapeau, réindustrialisation, pas mal de choses comme ça. Exactement. Moi j'ai lu son programme. On part du grand remplacement, oui, mais voilà, c'est pas tout islam. Oui, absolument. Mais il n'y avait même pas dans son programme, je me rappelle, j'avais lu le programme des 100 trucs, il n'y avait même pas de question d'islam même à une époque. Il n'y avait rien. Tu vois, c'était vraiment un truc. Il te disait, voilà, tu n'as pas d'emploi, tu as 6 mois, tu n'as pas d'emploi, tu retournes chez toi. Mais c'est tout à fait normal. Je veux dire, regarde ici, je crois à Singapour, 1 mois, tu n'as pas de boulot, 1 mois, tu es dehors. À Dubaï, tu n'as pas de boulot, 1 mois, tu es dehors. Moi, j'ai un ami, 2020, travaillait chez Emirates. Il a été viré du jour au lendemain. Il avait 1 mois pour quitter Dubaï. Basta. Mais c'est normal. Encore aujourd'hui, à Hong Kong, il y a quelqu'un qui a mis une question. Quelqu'un a perdu son job. Il a 1 mois pour quitter Hong Kong. Alors, Hong Kong. Non, pas pour quitter Hong Kong, mais il a 1 mois de préavis. Voilà. C'est normal. Ben oui. Mais 1 mois, c'est rude quand même. Mais 6 mois, ça me paraît bien. 6 mois. On n'a pas à accueillir. Si tu n'as pas de boulot pendant 6 mois, ben, tu repars chez toi et puis tu reviens en tourisme ou tu reviens quand tu auras un boulot. Enfin, tu vois, c'est pas des mesures qui me choquent et je trouve ça tout à fait normal. Expulser les délinquants, tu fais un délit ou un crime, on te renvoie chez toi. Mais bien sûr, mais évidemment, pourquoi on va accueillir toute la poubelle du monde et les laisser chez nous et les nourrir avec nos impôts, les foutre en taule chez nous, les nourrir avec nos impôts. Et en plus, c'est qu'on les refond en liberté parce qu'on n'a même plus de place de prison et qu'on a des juges laxistes pour la plus tard. Ils violent, ils tuent des voilà, gens, exactement, on voit les faits. Voilà, et tout ça, je l'ai trouvé dans le programme de Zemmour et j'y adhère totalement, je soutiens ça. Et c'est pas être raciste. C'est pas être raciste, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Comme je disais la dernière fois, ouais, l'immigration, les pauvres, etc. Mais je comprends qu'il y a énormément de misère, il y a énormément d'injustice sur Terre, énormément. Mais est-ce on peut sauver toute l'injustice, réparer toute la... Mais non, malheureusement, c'est comme ça. Le monde est injuste depuis qu'il a été créé. Je veux dire, je donnais l'exemple. Tu as ta maison, tu es chez toi. Je veux dire, tu vas accueillir, allez, 1 personne. Tu as de la place. Allez, vraiment 2, parce que tu es hyper généreux. Allez, 2 personnes. Mais on te met 10 ou 15 personnes chez toi, tu peux plus vivre. C'est exactement le cas. La France, c'est pareil. On ne peut pas accueillir tout le monde, malheureusement.
Alors après, moi je suis pour retravailler, justement, revoir nos liens économiques, nos liens commerciaux, nos liens bilatéraux avec l'Afrique, avec ces pays-là, revoir un peu les politiques qu'on mène avec ces pays-là. Tu as un point de vue un peu différent parce qu'il est français de l'étranger, donc tu comprends les problématiques. Oui. C'est que beaucoup de Français qui n'ont jamais voyagé ne comprennent pas. Et malheureusement, je pense aussi que le programme de reconquête a été fait par des jeunes trentenaires qui n'avaient pas voyagé, qui n'avaient pas l'expérience, qui n'avaient pas le point de vue que toi tu as. Surtout que toi tu étais Afrique de l'Est, Moyen-Orient. Du coup en fait c'est ça qui fait déphasage avec la réalité. Moi je suis au confluent de 3 cultures, africaines, orientales et françaises. Donc je vois très bien. Bon, alors maintenant on est d'accord sur le constat. Mais regarde, je vais te donner un exemple tout simple, excuse-moi. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, janvier 2024 là. Moi je suis ivoirien aussi, je suis né en Côte d'Ivoire et tout, je suis citoyen ivoirien et je suis très fier de ça. Tu as le passeport ivoirien? Ouais, mais je suis très fier. Alors tu es français, tu es libanais, tu es ivoirien. Tu en as 3. Oui, j'ai 3. Tu en as d'autres encore? Non, pas pour le moment, c'est pas. Mais... Et puis j'ai la nationalité ivoirienne parce que je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai vécu, j'ai encore des attaches très très fortes en Côte d'Ivoire, j'y vais assez fréquemment. Bref, et en Côte d'Ivoire, Coupe d'Afrique des Nations, tu as une Algérienne, toujours une Algérienne qui vient. D'ailleurs, je te rappelle de Jouba, mon pote algérien. Oui. Mon pote. Je te passe le bonjour, je lui ai dit que j'étais là. Ah d'accord. Je me rappelle, il était avec des copines tunisiennes, je crois. Ouais, c'était sa femme, la soeur de sa femme, je me rappelle plus trop. Et elle vient en soi-disant youtubeuse ou Instagram, je sais pas, bref. Elle vient en Côte d'Ivoire, elle fait une vidéo où elle insulte en fait la Côte d'Ivoire en disant regardez la saleté, regardez ci, regardez ça, c'est quoi ce peuple, machin. Elle se moque. La nana, sa vidéo, le lendemain, paf, menottée, elle a été prise à l'aéroport, retourne en Algérie. Mais exactement. Je trouve ça normal, mais merci le président Ouattara, merci la police ivoirienne. Qui tu es toi pour venir dans un pays, insulter le pays, ça te plaît pas, tu prends ton avion et tu rentres chez toi. Mais nous en France, non, nous on accepte, les gens viennent, ils t'insultent, ils te crachent dessus, ils te machin, etc. Et tu dois dire oui merci, on te donne de l'argent, on te donne la ME, on te donne ci, on te donne ça. Et c'est le pauvre français de la classe moyenne qui paye des impôts, qui travaille, lui qui se lève le matin, qui se couche tard, qui arrive difficilement à faire un enfant parce qu'on les a castrés aussi. On les a complètement castrés et puis d'un coup on importe, on n'a plus personne, on ne reproduit plus et donc on importe, voilà, on importe. On marche sur la tête, et dire ça c'est pas être raciste, c'est pas être fasciste, c'est avoir du bon sens, c'est aimer son pays, c'est avoir des valeurs, aimer ses traditions, etc. Moi quand je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, quand je suis en France, je suis français, quand je suis au Liban, je suis libanais, quand je suis en Hong Kong, je suis hongkongais. Quand tu es à Rome, tu fais comme le Rome. Exactement, absolument. Il n'y a rien de... Bon alors, maintenant on est d'accord sur les constats, on a compris ce qui te différencie maintenant des valeurs de reconquête. Alors maintenant tu fais quoi? Donc tu as suivi l'actualité, tu as vu qu'il y a eu des législatives, que la droite s'est fracturée, que Reconquête a explosé avec Marion Maréchal. Donc maintenant tu vois qu'il y a Marion Maréchal, il y a Rex Ciotti, il y a des nouveaux. C'est quoi ton point de vue? Comment tu vois l'avenir? Tu restes engagé? Donc tu n'es plus chez Reconquête là? Tu as démissionné? Là j'ai démissionné en janvier 2024. Il n'y a pas longtemps, il y a quand même quelques mois. Ouais, quasiment. Il y a 10 mois, ouais, voilà. 10 mois, ça passe vite. Voilà, donc après avoir démissionné, tu as fait quoi? Tu es resté comme ça, sans rien. Pas d'engagement? Pas d'engagement, non, parce que encore une fois, comme je disais au début de la vidéo, moi je suis quelqu'un de conviction, c'est-à-dire que je ne m'engage pas pour m'engager juste pour avoir un rôle, une fonction, être chef de circo. Un poste, ça ne m'intéresse pas, ça. J'ai bien réussi ma vie professionnelle, enfin voilà, j'ai pas d'ego, quoi. Mais tu n'as pas besoin de ça, quoi. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça pour me valoriser, pour mettre ça sur mon CV, je m'en fous complètement. Par contre, si il y a un mouvement, un parti qui se met en place, qui est proche de mes idées, proche de mes valeurs, etc. Je le rejoindrai, ouais, avec grand plaisir. Alors là, du coup, tu as quitté en janvier, mais tu n'as pas rejoint de nouveau mouvement. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas trouvé de bon mouvement? Ou alors je vais te poser la question différemment. Lequel se rapproche le plus? Lequel tu trouves sympathique? Voilà. Est-ce que tu trouves comme Marion Maréchal est sympathique? Tu trouves que Ciotti est sympathique? C'est quoi ton point de vue là? Comment tu analyses le paysage politique? Écoute, Marion, je la connais, enfin on a travaillé avec elle. Bon, c'est vrai que par contre, j'ai pas aimé, je trouve, j'étais parti avant, hein, mais c'est vrai que sa traîtrise, là, je suis d'accord avec... comme une trahison? Oui, quand même, on fait pas ça, quoi. Elle a quitté sa tata
quand Z était au plus haut et tout. Et puis, et du coup, là, elle a 5 députés, elle gagne les élections à 5-0-1, quoi. Et puis basta, enfin non, ça se fait pas. Moi, encore une fois. Après, elle dit que c'est elle qui a été exclue parce qu'elle a voulu faire alliance, elle a voulu l'union des droites, elle a voulu travailler avec Ciotti, avec le RN. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu crois pas trop, tu continues ouais, de bouger? après je suis pas dans les secrets des dieux, j'étais pas dans le bureau quand ça s'est passé, etc. Mais je sais pas, Mais intuitivement je pense que globalement, non. vu de l'extérieur. De l'extérieur, je pense que non. Je pense que non, parce que je sais pas, je pense que non, mais après je suis pas dans les secrets des dieux. Mais bon, voilà, après chacun. Ah, ouais. Mais Enfin, moi, je pense que c'est pas blanc ou noir, il y a Oui. de tous les côtés, il y a du tort et du. Après, il y avait celui de Nice, là, j'ai oublié son. Ciotti? Non, chez un proche de Ah, Marion. Vardon. Vardon, ouais, qui avait fait une vidéo où il a expliqué qu'en fait on leur a saboté leur campagne, etc. Bon, Oui, ouais. oui, j'ai vu ça. Il parlait de Samuel Lafont en disant qu'il Ouais, n'avait jamais recruté Marion Maracha, etc. Oui, bah, après, ceci étant, Samuel Lafont, je veux dire, je sais pas d'où il est sorti celui-là. Hein. Enfin, moi, chez Reconquête, quand j'y étais, j'ai trouvé qu'il était d'une inefficacité redoutable. Hein. C'était pas un communicant. Hein. sinon, regarde là, qu'est-ce que tu le fais passer comme message? Bah moi je suis venu chez Reconquête, je sais qu'il est resté chez Reconquête. Bon, Après, lui, il est payé pour ça. C'est son ouais, job. je sais pas combien il est payé, mais bon, écoute, je trouve que. Bref, Eni, on n'est pas là pour parler de Samuel Lafont, mais oui, pour répondre à ta question, basiquement aujourd'hui dans le paysage politique, s'il y a quelqu'un qui se rapproche le plus de mes idées, c'est Ciotti, clairement. De toute façon, moi je suis LR à la base, je suis UMP. Comme moi? À la base, je suis RPR, temps de Chirac. RPR. J'étais trop jeune. Ouais, j'étais RPR. Moi, j'étais et puis- UMP. Ouais, UMP c'est Sarko 2002, je crois, 2003. Ouais. Mais moi j'étais RPR, j'avais ma carte en 95, j'avais ma carte RPR. J'étais jeune, hein. Si tu veux, c'est à l'époque où je croyais en Chirac, on a tous cru en Chirac, c'était sympathique Chirac. Chirac c'était un bon ministre des Affaires étrangères. C'était Chirac, tu vois, avec Chirac pour moi c'est le dernier homme d'État que la France avait. C'était quelqu'un qui avait un charisme, c'était un homme d'État. À l'époque, on avait des députés, on avait des hommes d'État, on avait des chefs d'État, on avait. Regarde, Il n'a pas pris que des bonnes décisions, mais globalement, Oui. le personnage, Oui. voilà. Il représentait la France. Oui, voilà, quand quand on on dit le pense à président l'agriculture, Chirac, c'est voilà, pas- voilà, quoi, c'était quelqu'un, c'est la France, il portait la France haute à l'étranger, il aimait la France. C'est pour ça que c'était un super ministre des Affaires étrangères. C'est sûr qu'en politique intérieure, il a archi rien fait, mais il a archi rien fait parce qu'il voulait plaire à tout le monde. Donc du coup, il faisait rien. Ça, c'est le problème de tous les hommes soi-disant de droite qu'on a eu. Voilà. Et les femmes aussi. Mais bon, après, on a eu qui? On a eu Sarkozy qui allait nous foutre dans l'OTAN, enfin, qui allait nous ramener l'Amérique. Enfin bon, bref, tu vois Moi, le j'étais truc. très sarkozyste. J'ai adoré Alors, Sarkozy. moi, au début, Enfin, en tout cas. j'étais Sarkozy. J'ai voté Sarkozy. Hein. Moi, je veux dire qu'en 2012, c'est 12, quand Hollande a été élu, j'ai versé une larme. Hein. Je ne le cache pas, hein. J'ai versé une larme. Bon. Mais bon, avec le recul, je veux dire, Sarko, c'était pas non plus un super. C'était pas. Il a pas fait du bien à la France. Hein. Il a pas fait du bien à la France, Sarkozy. Moi, je parle du programme. Avant qu'il soit élu président, quand tu faisais campagne pour lui, tu vois ses discours et son programme, ça faisait rêver. Ouais, absolument. Bon, après, moi, là, on a un point de vue différent. Mais... Donc maintenant, Ciotti, voilà, c'est un petit peu un retour aux sources en quelque sorte. Oui, c'est ça, absolument. Retour dans la droite, mais la droite qui est vraiment la droite. La droite conservatrice, la droite. Pas la droite de Valérie Pécresse, la droite qui est plus. Pas du tout. La droite de la droite des Républicains. Pas du tout. Et puis, l'avantage, c'est que tu vois, là, avec la victoire de Trump, je pense que tous les gens qui te disaient, il faut être au centre pour gagner, etc. Ouais, ils commencent à réaliser qu'en fait, c'est peut-être pas vrai. Exactement. Il faut assumer, il ne faut pas avoir peur de dire ce que tu penses. Et puis de toute façon, les gens en ont marre aujourd'hui. C'est-à-dire le wokisme. Moi, je pense qu'avec l'élection de Trump, c'est la date de mort du wokisme. C'est fini, les gens en ont marre. On l'espère, c'est pas encore gagné. Je veux dire, ça fait 10 ans, ça a commencé quoi? En 2011-2012, ça a atteint son pic avec George Floyd, enfin, l'américain. Ah, celui qui a été tué. Qui a été tué. Ouais. Ouais, ça s'est accentué. Voilà, mais ça, c'était Black Lives Matter. Black Lives Matter, c'est un peu différent. Ça fait partie du wokisme, mais ça a un peu amplifié. Oui, t'as raison. Oui, j'ai fait. C'est pas que ça. Oui, t'as raison. Mais aujourd'hui, on en a marre de ça, quoi. Dire, je me considère une courgette, machin. Mais ces gens, il faut les foutre dans des asiles psychiatriques. Moi, tu vois, à la limite, j'ai pas de problème à ce que tu te considères courgette, si tu veux, que tu te considères ce que tu veux. Mais c'est la propagande, c'est-à-dire qu'on met en avant ces gens-là, voilà, qu'on puisse en l'enseigner à modèle. l'école. Voilà. Non,
moi Qu'on tu dise veux que c'est normal. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais voilà, mais viens pas m'emmerder. Moi je suis un homme, il y a un homme, il y a une femme, voilà, c'est comme ça, c'est la génétique, c'est la nature. Je veux dire, même les plantes sont une reproduction mâle-femelle, c'est comme ça. Quand tu vas contre la nature, tu niques tout, quoi. Donc là, on peut arriver à une fin d'existence, fin de civilisation. Et faut arrêter, il faut revenir à valeurs, etc. Après, toi, marginalement, tu veux te considérer pour une chaise, bah écoute, considère-toi pour une chaise, je m'en fous complètement. Ouais, bon, là on tu est vois, d'accord. mais ne viens pas me dire que toi, tu es un modèle de société et que moi, parce que je suis un homme, c'est moi le malade, quoi. C'est moi le fasciste, c'est moi le... Tu vois ce que je veux dire? Que tu es fasciste parce que tu ne considères pas que c'est une chaise. Exactement. Moi, toi, tu veux te considérer, c'est ta liberté, mais moi, je te vois en homme et basta, et t'es un homme. Bon, après, sinon, tu vas dans un asile. Ouais, donc là, tu veux dire que le wokisme, ça a accentué, on va dire, le sentiment anti-gauchisme, progressisme qu'il y avait autrefois. C'est-à-dire que maintenant, on peut assumer d'être plus, on va dire, radicaux, parce qu'on peut être assumé d'être contre le wokisme. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça. C'est peut-être un petit peu ça aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, que finalement, maintenant... Trump, il a eu une campagne très anti-woke. Absolument. C'était moins le cas en 2016. En 2016, il était, voilà, immigration, sécurité, etc. Maintenant, c'était en parlant de 2024, il y avait eu beaucoup plus de wokisme, anti-wokisme. Absolument. Et puis, tu il a vois... été très violent contre le wokisme. Oui, et puis, oui, absolument. Et puis, Trump, ce que j'aime bien chez Trump, c'est que c'est un... Enfin, je vais être un peu vulgaire, mais c'est un gars qui a des couilles, quoi. Il pose ses couilles sur la table. C'est pas le mec qui va dire... Lui, son équipe aussi, tu vois qu'il a nommé, tout ça, voilà. Maintenant, c'est... Ouais. Et c'est ce que... Enfin, moi, c'est ce que j'aime, quoi. Je veux dire, à un moment donné... Après, on peut adhérer ou pas, on peut aimer ou pas, mais au moins, moi, je respecte ça. Il dit pas pour faire plaisir, il s'adresse pas à des communautés pour faire entendre à chaque communauté ce qu'elle veut pour avoir des voix, etc. Mais est-ce que la France, elle est prête à ça? J'ai posé la question hier, j'ai fait une interview avec Nicolas Conca, le porte-parole, un des porte-paroles de la Trump en France. Donc lui, il y croit aussi, il est très enthousiaste. Et moi, je me dis que peut-être que les Américains, ils peuvent se permettre de faire ça. Les Américains sont prêts à dire quelqu'un comme Trump. Mais tu regardes en France, il y avait genre 75%, 76% de gens qui étaient contre Trump, a priori, qui étaient mécontents. Je ne sais pas d'où viennent exactement ces sondages. Mais peut-être que l'esprit français, les Français, ils ont besoin de quelqu'un qui est un peu plus centriste. Pour revenir à ce qu'on dit tout à l'heure. Je pense pas. Parce que, en fait, si tu veux, les Français ont encore... mais ça va évoluer, ça va changer. Mais les Français, pour moi, ont encore un peu honte d'assumer leur... donc, tu le vois d'ailleurs. Quand tu dis autour de toi, dès que tu dis RN, etc., machin, oh non, les fachos, les machins, etc., personne. Mais pourtant, les gens votent RN, tu vois ce que je veux dire, mais ils n'osent pas le dire en fait. C'est un peu ça. Moi, je connais quelqu'un, apparemment, on discutait, il disait, lui, il soutient Trump, mais il ne va pas le dire officiellement. Tu vois, au fond, il soutient Trump. S'il était américain, il voterait Trump, mais il ne le dit pas officiellement. Tu vois, il ne le dit pas ouvertement. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens ont encore un peu peur d'afficher clairement leur soutien et tout, mais je pense qu'au fond, ils en ont vraiment ras-le-bol. Et ça va, j'espère que ça va changer. Mais après, bon, on a tellement lobotomisé les Français que je ne sais pas si ils auraient... qui peuvent vraiment se réveiller, faire vraiment comme ont fait les Américains, quoi, renverser la tendance. En plus de ça, il y a un grand remplacement qui est effectif, dans le sens où tous ceux qui votent plus à gauche, on va dire, se reproduisent un peu plus vite que les autres. Tu vois, du coup, en fait, par le nombre, c'est difficile. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr. Bah, tu le vois dans certaines agglomérations, etc. Et je trouve ça dommage, je trouve ça triste. C'est pas... Enfin, ouais, j'espère qu'il y aura un réveil. Alors c'est quoi l'avenir? On va dire c'est la dernière question parce que ça fait déjà plus de 3 quarts d'heure. Tu m'as dit, voilà, tu te sens le plus proche de Ciotti. Mais est-ce que Ciotti, il a la carrure, le charisme pour prendre le pouvoir? Donc c'est quoi ton état d'esprit maintenant? Tu vas soutenir Ciotti parce qu'il est proche de tes convictions, mais au présidentiel, tu vas voter Marine Le Pen ou Zemmour? Tu vas faire quoi au présidentiel? C'est qui que tu vois comme président ou présidente? Moi déjà, j'ai jamais voté Marine Le Pen, je te dis sincèrement. J'ai déjà voté Le Père. Au deuxième tour quand même. Même au deuxième Même tour. pas? En 2022, deuxième tour, non? Non, je me suis abstenu. 2017 et 2022, je me suis abstenu au deuxième tour. Ah, moi j'ai voté 2017. Non. Moi j'ai voté quand même. J'ai quand même voté, mais j'ai voté blanc. Ouais.
Ah, d'accord. Ce qui est d'ailleurs, ils ont supprimé le vote blanc. Enfin, tu peux aller voter blanc, mais il n'est plus comptabilisé. Ouais. Je trouve ça débile parce que, enfin, je comprends pas pourquoi ils l'ont supprimé parce que ça signifie quelque chose. Il faut prendre en compte le vote blanc. Tu n'es pas obligé de choisir, bah, tu choisis blanc, bah, c'est un vote aussi. Et si finalement le blanc arrive majoritaire, bah, on refait une nouvelle élection. Tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont supprimé. Donc bon, c'est comme si tu jettes une épée dans l'eau, un caillou dans l'eau. Mais ouais, je n'ai jamais voté Marine Le Pen. Parce que bah déjà, moi, bon, c'est cool, je trouve qu'ils n'ont pas de programme réellement. Ils n'ont pas de programme économique. C'est Mélenchon, hein. C'est le programme économique de Mélenchon. Au premier tour, d'accord, au premier tour, je suis d'accord, mais au deuxième tour, si tu as le choix entre Macron et Le Pen. Bah pour moi, c'est la même chose. Parce que de toute façon, même si Marine Le Pen arrive au pouvoir, je veux dire, elle va te faire du Macron et en pire. Donc je préfère avoir l'original. Quand même, elle va te faire du il vaut mieux avoir Le Pen que Macron quand même. Elle va. Je sais pas, hein, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais non, j'ai jamais. Par contre, j'ai voté dès 2002. J'avais voté et pourtant, tu vois, j'étais chiracien. Hein, en 95, j'ai pris ma carte au RPR quand je suis arrivé en France, etc. Et j'avais voté Jean-Marie Le Pen. Déjà en 2002, j'avais voté Jean-Marie Le Pen. Et bon. Qu'est-ce que. Non, attends. Tu as voté Jean-Marie Le Pen en 2002, ouais. Mais Contre pourquoi? Chirac. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, je sentais qu'il y avait le changement. Et puis moi, j'ai toujours été. Aujourd'hui, on est en train de Tu m'as dit que tu es chiracien. Oui, absolument. Je suis chiracien, mais j'ai quand même voté parce que bon, j'ai quand même réalisé assez vite au bout qu'il n'avait pas fait grand-chose que Chirac et que j'étais déjà en adéquation avec ce que Le Pen disait à l'époque. Il a toujours dit des choses vraies. Si tu regardes aujourd'hui, on le réhabilite un peu, et tant mieux de son vivant. Ça vient progressivement parce que les gens commencent à reconnaître qu'il disait pas des conneries. On l'a détruit. Bon, après, je pense que lui aussi s'est engouffré un peu là-dedans aussi, était bien content de. Mais moi, j'ai toujours été en adéquation avec ce que Jean-Marie Le Pen disait. J'adore ce personnage. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. J'ai une photo avec lui. J'étais assis à côté de lui, c'était son anniversaire. J'avais été invité par quelqu'un qui est très proche de lui. On avait discuté, puis je lui ai dit que j'étais libanais. Il m'a dit oui, j'adore le Liban, etc. Tout ça, très très sympa. Mais je veux dire, c'est un très grand. Il est érudit, quoi. Je veux dire, quand tu l'entends parler. Oui, là c'est clair, il n'y a pas photo. Mais en fait, là, tu veux dire que. C'est un vrai patriote. Marine Le Pen, ça n'a rien à voir avec Jean-Marie Le Pen, c'est complètement différent. Bah déjà, elle a fait un parricide, déjà, pour d'entrée. Tu veux dire quand elle a exclu? Ouais, elle a tué son père qui l'a mise là. Bon, après, elle a fait à contre-cœur, c'est une stratégie électorale pour dédiaboliser, etc. Oui, certainement, oui, c'est sûr. Elle s'entend bien avec son père. Mais bon, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, c'est un parti centriste, hein, le RN. C'est un parti centriste. Moi, je pense que s'ils arrivent demain au pouvoir, ils feraient, je te jure, je suis persuadé qu'ils feraient du Macron au pire. Ils ne feraient rien de plus. Ils ne t'expulseraient même pas un étranger de plus que Macron. Enfin, je veux dire, j'ai pas confiance. Je veux dire, j'ai pas confiance ni en Bardella ni en Marine Le Pen. Je trouve pas que. Mais bon, si tu veux, ça reste dans le paysage politique actuel. Les seuls. Ouais, je pense que c'est déjà assez crédible pour faire avancer la cause patriote. Non, moi je pense que les étrangers, je pense qu'ils en expulseraient. Par contre, là où je suis beaucoup moins confiant, c'est l'économie. Et même l'économie, c'est Mélenchon en pire. Hein. Voilà. C'est Mélenchon pareil, oui. Ouais, Mélenchon pire, mais même au niveau wokisme, je crois que je suis pas. Tu sais, pendant la Coupe du Monde, pendant les Jeux Olympiques, ils n'ont pas trop parlé du wokisme. Et même, en fait, là par exemple, pendant l'élection de Trump, ils n'ont pas trop parlé, ils ont félicité un petit peu Trump. Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus dans la dédiabolisation, dans le centrisme. Et en fait, tout ce qui est économie et tout ce qui est wokisme, ils sont très très light. Absolument. Tout ce qui est immigration, voilà, ils sont un petit peu. Mais voilà, les macronistes disent pareil pour l'immigration. Je me rappelle, Attal, Darmanin, il était aussi contre l'immigration. Il disait plein de trucs qui avaient du sens, mais en fait, on savait très bien que c'est du bullshit. Absolument. Donc finalement, c'est vrai que tu te dis, ouais, est-ce que tu vas aller quelque part avec le RN? Ouais. Mais par contre, je pense que si le RN arrive au pouvoir, ça donne plus d'importance, ça donne plus d'importance à la parole de Zemmour, de Sarah Gnafo, de Marion Marchal, tout le reste, indirectement. Ouais. Tu vois? Oui, mais ça serait une bonne chose. En 2022, j'ai voté RN. Hein. Là, aux élections législatives. Ah, aux législatives, ouais. En 2024. 2024, pardon. J'ai voté RN. Oui, effectivement, je vote RN parce qu'il faut taper sur la table. Mais je ne suis pas convaincu au fond qu'ils feraient ce qu'ils disent ou qu'ils seraient le parti sauveur de la France, etc. Mais effectivement, dans le paysage politique, il n'y a que aujourd'hui. Et c'est pour ça que Ciotti, je crois en Ciotti.
Comme je te disais, quand il était à l'UMP, j'ai toujours apprécié. Voilà, je trouvais c'était déjà la droite de la droite. Moi, j'ai toujours bien aimé ce qu'il dit. Exactement. Par contre, il a soutenu Pécresse, ça c'était moyen. Mais bon, voilà. Bah, je pense qu'il était obligé, il était dans le parti. Ouais, tu veux qu'il fasse quoi? Il va te dire. C'était soit il quitte, il rejoint Zemmour à ce moment-là, ou soit il reste et il soutient Pécresse. Il n'y a pas d'autre choix. Il aurait dû quitter et rejoindre. Voilà, absolument. Ça c'est. Mais regarde. Moi, où j'ai confiance quand même, c'est qu'en 2024, il a quand même eu le courage de dire on s'allie au RN. Ouais. Voilà. Et les autres, les LR, cordon sanitaire, là, comment ils appellent ça? Cordon républicain, je sais pas comment ils appellent ça. Ouais, le cordon sanitaire. Je sais pas comment ils appellent ça. Le plafond vert, l'arc républicain. Ouais, républicain de quoi? Ils sont allés faire des alliances avec des LFistes. Non mais attends, on marche sur la tête quoi. L'autre, le Manu là, il allait faire des alliances dans des circos avec les LR. Oui, voilà, on est d'accord. Et pour mettre des LFI, c'est quand les mecs ils arrivent au pouvoir au truc. Ah non, mais on travaille pas avec eux, on nomme pas un premier ministre. Mais du coup, qui tu aimerais voir comme candidat à soutenir pour le premier tour en 2027? Ciotti? Aujourd'hui, dans le paysage aujourd'hui, Ouais. Ciotti, oui, clairement. D'accord. Et, je sais pas, je dis n'importe quoi. David Lisnard par exemple, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, non, mais David Lisnard, oui, pourquoi pas, mais pour l'instant, il a aucune, à ma connaissance. Hein. Ouais, il est discret, mais il pourrait. Il pourrait, oui. Ciotti ou Lisnard, tu préfères qui? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Je trouve que c'est deux vrais hommes politiques qui aiment la France, patriotes. Après, il faut voir Lisnard, qu'est-ce que son programme derrière, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il proposerait, etc. Pour l'instant, mais pour l'instant, moi, comme ça, j'aurais tendance à plutôt voir Ciotti quand même. Plutôt voir Ciotti comme homme d'État et peut-être Lisnard comme super Premier ministre. Imagine, tu as Ciotti président, Lisnard Premier ministre. Ça aurait du sens. C'est quasiment sûr. Si Ciotti devient président, je pense qu'il là, c'est magnifique. Là, mais bon, Ciotti, je pense qu'il est. Je préférerais voter pour lui par rapport à d'autres qu'on vient d'évoquer, mais je pense qu'il n'a pas la carrure, il n'a pas le charisme. D'être président? Ouais. Enfin, voilà, peut-être je me trompe, hein, mais. Ah ouais? Non, je sais pas, tu vois, il est. Je sais pas, il lui manque quelque chose. Je le vois pas président. Ah ouais? Je le vois Premier ministre par contre, voilà. Je le verrai, si Marine Le Pen devient présidente, lui pourrait être Premier ministre. Enfin, je pense. Hein. Ou si Zemmour devient président. Ou quoi. Mais Ciotti me semble. Mais tu crois que Zemmour peut revenir? Là, je parierais pas dessus. Mais c'est pas impossible, hein. Tu sais, tu n'es jamais mort en politique. Ouais, mais là, je pense qu'il s'est vraiment tué. Mais c'est dommage parce que Zemmour, en 2021, il avait tout pour être président. Hein. Il avait tout, il avait un boulevard devant lui. Ah, mais c'est clair. Non, mais moi, je parie pas. Je pense pas qu'il va le devenir, mais c'est possible. C'est pas impossible. Parce qu'il peut y avoir un événement qui déclenche un truc qui, après, il y a un vote utile. Non, mais il s'est flingué. Tout est possible. Ouais, je sais pas. Si Marine Le Pen est inéligible, j'espère pas, hein, mais bon, si c'est le cas, ouais, ça change plein de choses. Hein. Ouais, non, mais t'as raison, on a l'abri de tout. D'ailleurs, il te récite à outrance, je dirais, le cas de Mélanie qui faisait 2% et qui se retrouve première ministre. Il peut faire une Mélanie, c'est pas impossible. En Italie. Mais bon, pour ça, il faudrait déjà qu'il arrête son obsession sur l'islam et les là, je suis musulmans. d'accord, là c'est vrai. Même certains termes, comme quand il dit immigration zéro, bah oui, c'est n'importe quoi. Aucun pays ne peut avoir une immigration zéro. Et après, je sais qu'il ne veut pas l'immigration zéro, mais seulement c'est le terme qu'il emploie. En fait, c'est la forme. C'est que sur le fond, il a des bonnes idées, mais sur la forme, en fait, ça passe pas. Et puis il est trop. C'est comme une fois, je me rappelle un truc pendant la campagne présidentielle aussi. Il y avait une blague sur un plateau qui était parfaitement intégré, qui parlait très bien. Je me rappelle de cette scène qui travaillait, qui paie des impôts. Il voulait qu'elle s'appelle Corinne. Ah non, ça c'était un autre cas, ouais, c'est Absatou Diallo. Ouais, c'est ça. Non, tu parles d'autre chose? Non, je parle d'autre chose. C'était pendant la campagne 2022. Il était en campagne pour la présidentielle. Et c'était une blague, une Sénégalaise, je crois, d'origine, qui travaillait, qui était intégrée, qui paie des impôts. Ah oui, non, c'est pas par rapport au nom, c'est par rapport à. Oui, je me rappelle. Et donc, elle lui pose la question, elle lui dit alors, si vous êtes président demain, est-ce que vous me refusez l'immigration? Brutal, ça, ouais. Il lui dit oui, je vous refuse l'immigration. Mais c'est des gens comme ça dont on veut, des gens éduqués, qui parlent parfaitement le français, qui travaillent, qui payent des impôts. C'est vrai, là, c'était une erreur. Non, je vous refuse l'immigration. C'est-à-dire que du coup, moi, alors que moi, j'aurais fait quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. C'est dommage. Ouais, bah après, je me rappelle maintenant
le raisonnement, c'est parce qu'en fait, lui, il disait que tu dirais, tu peux pas accueillir tout le monde, mais en fait, tu peux pas faire une immigration juste économique. Parce qu'en fait, il demandait qu'est-ce que. Si, tu vas faire une immigration économique. Mais en fait, tu fais une immigration économique. En fait, la fille, si tu as besoin d'elle, parce que tu as, je sais pas, elle avait quoi comme compétence, je sais pas. C'est l'ingénieur. C'est l'ingénieur. Tu as besoin d'ingénieur en France, aucun problème. Et là, je pense que Zemmour est d'accord avec. Mais en fait, la fille, elle avait dit, elle veut immigrer en France juste pour avoir un meilleur avenir. Et là, pour moi, je pense pas, hein. Il me semble, il faut revoir la section. Alors, oui, effectivement. Mais de mémoire, moi, mais là, la preuve, je ne me rappelle pas ce qu'elle fait cette dame, de quoi elle travaille. Mais de mémoire, en fait, ce que Zemmour voulait dire, c'est qu'en fait, il accepte les médecins, les ingénieurs qui viennent d'Afrique, il n'y a pas de problème. Mais il faut venir parce qu'on en a besoin. Si tu viens en France juste pour avoir un avenir meilleur, c'est-à-dire que tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien, tu viens sur un bateau, là, ça ne va pas. Et donc, la fille, elle lui disait, est-ce que je viens en France que pour avoir un avenir meilleur, ça vous va ou pas? Et donc, il a dit non. Donc, à mon avis, là, c'était plutôt, je suis plutôt d'accord avec lui, mais par contre, il fallait pas dire ça. Il fallait pas dire ça sur le plateau télé. Il fallait dire non, il fallait trouver un truc. Et là, tu vois que des Zemmour, c'est pas non politique. Oui, absolument. Voilà, c'est plutôt. Tu pouvais pas dire ça. Absolument. Tu peux le penser, mais tu peux pas le dire. Voilà, donc il aurait dit écoutez, madame, vous m'avez l'air sympathique, je vous aurais sans doute accepté. Mais voilà, la politique, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas venir en France juste parce qu'on veut un avenir meilleur. Il faut venir parce que vous avez un diplôme, vous êtes ingénieur. On a besoin surtout. Voilà, et on a besoin de vous. Voilà, là, c'est ça qu'il aurait dû dire. Et puis, tu sais, il y a un truc, je rebondis sur autre chose aussi. Moi, je trouve qu'en France, par exemple, on a un problème. Toujours, pour moi, c'est toujours sur le truc de la culpabilité, ce syndrome de la culpabilité. Tu as, par exemple, en France, on va reprendre une autre sans paix. Et moi, je reprendrais bien un café si tu le vois au passage. On naturalise à tout va. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Ouais, c'est open bar, c'est trop. Tout le monde là, par exemple, je suis plutôt d'accord pour prendre l'exemple de la Chine et du Japon, il n'y a personne qui est naturalisé. Mais absolument. Moi, regarde, moi je suis pas binational, hein. Moi je suis un expat, je suis un étranger à Hong Kong, j'habite depuis 12 ans. Si j'étais aux États-Unis, au Canada depuis 12 ans, j'aurais pu avoir le passeport canadien ou américain. Là, je peux pas avoir le passeport chinois parce qu'en Chine, ça se passe pas comme ça. Par contre, je suis résident permanent. Je fais tout ce que je veux, j'ai quasiment tous les droits à Hong Kong, mais j'ai une carte d'identité des résidents permanents, mais je ne suis pas reconnu comme un Chinois. Et je ne veux pas être reconnu comme un Chinois et je ne veux pas devenir chinois. Mais il y a un système de résidence permanente. Il faudrait faire pareil en France. Mais c'est absolument. C'est-à-dire que les gens, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de travailler. Exactement. Mais ils n'ont pas le droit de voter, ils n'ont pas le droit de. C'est pas des Français. Tu ne deviens pas français comme ça. Absolument. Aujourd'hui, moi j'ai un truc qui est fou. C'est-à-dire quand tu demandes un visa, on te demande une liste de papiers comme ça. Quand tu veux demander un titre de séjour, pareil, c'est hyper compliqué. On te demande plein de trucs. Tu dois faire la queue comme pas possible. Sorry, another espresso. Yeah, and a bottle. Thank you. How good I will share the San Pellegrino. And we have to go. Et par contre, pour donner la nationalité, paf, on te donne, allez, bam, on distribue la nationalité, on naturalise. Moi, j'ai une amie marocaine, elle était arrivée. Alors après, elle m'a expliqué qu'il y a un partenariat avec les écoles. Je crois que quand tu as étudié dans, je ne me rappelle plus trop le truc, mais en gros, si tu as étudié dans une école française au Maroc et que tu viens faire 2 ans d'études en France, tu es française. On te donne la nationalité. Ouais, ça fait un peu comme tu l'as dans un paquet de bonus, quoi. Ouais, non mais c'est ça, c'est comme ça qu'elle l'a eu. Elle est venue, elle avait fait 2-3 ans d'études, elle a eu la nationalité, elle est française. Bon, tant mieux, c'est une fille bien, c'est pas ça le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est on donne la nationalité, on donne la nationalité, on donne la nationalité. Ouais, c'est le message que tu fais passer aussi. En fait, ça dégrade la valeur de la nationalité. Exactement, ça dégrade la valeur de la nationalité. Mais surtout, ces gens-là, beaucoup de gens ne t'ont pas demandé la nationalité. Beaucoup de gens s'en foutent de la nationalité française. Ouais, c'est vrai. Eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Ouais. Ils s'en foutent de la nationalité. Donc moi, si demain je suis président, ça arrivera jamais. Mais si je suis conseiller d'un président, en tout cas, ce que je dirais, c'est on naturalise plus. Vraiment, on naturalise au cas par cas, c'est-à-dire il y a la filiation, effectivement, si tu es de parents français, des trucs comme ça, ou sur certains critères, effectivement, tu as vécu pendant 10-15 ans, voire 20 ans dans le pays, effectivement, tu n'as pas de casier judiciaire, tu n'as rien fait, tu vois, dans des trucs très particuliers à définir. Mais sinon, on donne la carte de séjour à tout le monde. On donne la carte de séjour. Tu veux venir en France, tiens, carte de séjour, carte de séjour, carte de séjour. Par contre, avec comme une charte.
Presque tout le monde, pas tout le monde quand même. Oui, presque, mais tu vois, on donne le titre de séjour. Par contre, avec Ouais, une il y a des charte. règles à respecter, Voilà, exactement. C'est-à-dire, tu fais une infraction, un crime, un délit, paf, retrait de la titre de Ah, séjour, mais- tu rentres chez toi. Mais comme ici à Hong Kong. Hein. Voilà, tu n'as pas de boulot pendant 6 mois, paf, on te retire la carte de séjour, tu rentres Ouais, chez toi. Machin, merci. Tu as, etc. Tu vois, voilà, ça, c'est pour moi, c'est top. Tu n'auras plus. Ah ouais, ben là, de toute façon, tous les Français qui viennent à Hong Kong, ils ont le droit, et c'est donné à tout le monde, on va dire le droit de venir, te donne le visa, si tu as un bon job, et voilà. Quoi. Alors, si tu fais le con, tu te casses. Voilà. Mais t'as pas la citoyenneté, c'est un truc de fou. Tout le monde est français. Donc, et c'est normal parce que les gens ils l'ont comme ça. On est arrivé à une époque à donner la nationalité française à des gens qui parlent même pas le français. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Bon, maintenant ils demandent, je crois, le B1 minimum. Ah, ils demandent quand même. Ouais. Bah oui, mais t'imagines, on est arrivé à donner la nationalité française à des gens qui parlent pas le français. Enfin, Ah, mais c'est vrai, ça a du sens. Là, par exemple, mon épouse, elle doit apprendre le français si elle veut la nationalité française. De toute façon, elle veut pas, elle n'a pas forcément besoin. Quoi. Ouais. Mais ça a du sens. Sinon, n'importe qui est marié avec un Français pendant 4-5 ans peut avoir la nationalité partout dans le monde, n'importe qui est arrivé en France. Mais c'est vrai, c'est un beau point ce que tu me dis sur les gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir la nationalité. Moi, par exemple, je suis à Hong Kong, j'ai pas envie d'avoir la nationalité, mais j'ai envie d'avoir le droit. J'ai le droit de travailler, j'ai le droit d'ouvrir une boîte, de faire d'ouvrir mon compte bancaire, je fais tout ce que je veux à Hong Kong, comme les Hongkongais. Et donc, il y a plein de gens qui sont des Chinois, Algériens ou Américains, ils veulent venir en France, ils ont le droit de travailler, faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont là depuis longtemps, et ils ne posent pas de problème, ils investissent, ils apportent des richesses, mais ils n'ont pas envie d'être français, ils n'ont pas envie de voter forcément. Ouais. Mais par contre, si tu leur donnes comme ça, ils vont peut-être pas refuser. Ouais. Et après, si par hasard il y a les élections et qu'après il y a un vote communautaire et qu'on leur dit toi tu vas voter, etc. Tu vas voter, tu dis non, je vais pas voter. Mais si, il faut que tu votes Mélenchon. Je dis, pourquoi je vais voter Mélenchon? Bon, ok, si c'est toi, allez, je vais te suivre. On rentre dans un petit peu dans un cercle infernal, tu vois. Et ouais, c'est un bon point. Il y en a qui. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, mais on n'a pas de chiffres. Moi, je serais intéressé de savoir combien de gens acceptent la nationalité française alors qu'ils s'en foutent. Ils ne la demandent pas. Ils l'acceptent que parce que c'est pratique, parce qu'ils veulent avoir le droit de vivre en France. Ouais, c'est ça. Et s'ils avaient le choix entre, on va dire, une carte de séjour permanente et la nationalité, ils prendraient que la carte de séjour parce qu'ils s'en fichent d'avoir la nationalité. Oui, beaucoup. Et Ça, ce serait quelque chose à faire. Absolument. Et tu donnes. Et moi, je suis pour régulariser. Hein. Tu régularises tout le monde. Allez, on va pas s'emmerder. Régulariser avec une carte de séjour. Voilà, avec une carte de résidence séjour. permanente. Une carte de séjour, mais voilà, avec des critères très stricts. C'est pas de boulot, pif, pif, pif. Comme ça te permet de nettoyer, de décrémer. Et puis comme ici, comme partout dans le monde quasiment. Je veux dire, c'est pas rien de. Quand tu dis ça, t'as l'impression de dire ouais, t'es fasciste, t'es raciste, t'es machin, etc. T'es suprémaciste. Mais c'est partout dans le monde. C'est comme les Français qui vivent à Dubaï, au Qatar, ici à Hong Kong, en Asie et tout, qui sont très contents de vivre dans un cadre hyper sécure comme ça, de vivre. Oui, je le rappelle. Je crois qu'ils ont oublié la San Pellegrino. Ouais. Je crois qu'il a mal compris qu'en fait, il voulait que. Je crois qu'il pensait qu'il en avait encore. Et dans un cadre hyper sécure et tout, qui sont très contents d'être là et tout, mais par contre, ils vont voter Mélenchon. qui va dire, quand tu vas dire, Il y en a plein à Hong Kong aussi, malheureusement. ils vont voter Mélenchon, mais ils vivent là. Et quand tu vas leur dire, oui, on expulsion des gens, zéro immigration et tout, ce qui est le cas ici, ils vont dire, ah, non, mais tu es raciste, tu es fasciste, tu es machin, etc. Ils vivent dans un système plutôt extrême droite, mais ils ne sont pas d'accord avec ces valeurs. Exactement. En fait, ils veulent que la France subisse le gauchisme. Ouais, c'est quand même. Ça, c'est le problème de tous les bobos. Il y en a plein à Hong Kong, il y en a plein à Singapour, il y en a plein dans toutes les grandes villes en fait. C'est des gens qui sont déconnectés de la réalité. Ben oui, c'est comme par exemple, une fois je te raconte une anecdote, quand j'étais à Paris, j'étais dans une salle de sport qui s'appelle le Molitor. C'est une salle de sport assez huppée, mais c'est à côté de chez moi, donc c'était pas mal. J'avais les moyens de me permettre le Molitor, donc j'allais au Molitor, sauf que tu avais des personnalités qui allaient dans cette salle de sport. C'est à Porte d'Auteuil, Porte Molitor d'ailleurs. Et un jour, donc bon, tu as différentes personnalités, très bien, et un jour je croise qui? Yann Moix. C'est ça? Yann Moix. Yann Moix, c'est un pseudo-écrivain intellectuel qui défend la veuve et l'opprimé d'immigration, tu vois, bon gaucho, quoi, tu vois, bon profil. Mais le mec qui défend la veuve et l'opprimé, soi-disant, l'immigration et tout, il fait son sport dans une salle hyper chic, hyper privée, etc., dans le 16e et tout. Il y en a plein. Ouais. Mais quand je l'ai vu, j'étais choqué. J'ai dit, mais va faire ton dans la piscine municipale d'Aubervilliers.
qu'est-ce que tu viens faire ta piscine ici? Tu aimes nager, ça c'est tout à ton honneur et très bien. Mais va nager dans la piscine municipale de Sarcelles ou de Bervilliers, C'est etc. comme Mélenchon, Bah c'est oui. le premier des bobos. Hein. Et exactement, tu viens faire ton sport ici et par contre sur les plateaux de télé, voilà, ça c'est ce que j'appelle, c'est comme les gens qui sont de gauche que sur les plateaux et pour mettre leur urne. Mais moi je suis plus de gauche qu'eux. Moi je suis patriote parce que moi je considère que... T'es une gaulliste. moi je suis à fond Contrat gaulliste. social. À Can I have fond one more water, please? Simple Si, English. do you have half? Small no. one. Ok, No, just one side. ok. En fait, tu dois y aller d'ailleurs, non? Tu dois- Bah ouais, on va aller dîner. Ouais, mais en fait, c'est bon. Toi, tu vas pas dîner? Non, je vais rentrer, je vais me reposer pour la compète. Ah ok. Ça marche. Moi, je vais voir où sont les autres. Je vais rejoindre les autres. Ça roule. Mais merci pour cet échange sympathique. Ben, merci à merci ceux à qui ont toi. tenu jusqu'à. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure déjà, plus Ah, d'une heure. pas mal. Et bravo pour CFI parce que c'est vraiment bien ce que tu fais. Oh, c'est Et, intéressant, on est là pour montrer ton très- profil. Je pense que c'est super intéressant parce que les Français qui regardent ça depuis la France, ils voient le portrait d'un expat. Voilà, Alors moi, j'aime pas dire expat. Moi, Ouais, Ouais, un Français de l'étranger. Un Français de l'étranger. Ouais. Parce que pour moi, les expats, c'est vraiment des Français qui sont là pour une mission, pour 2 ans, Ouais. pour 6 mois, pour Entre 3 autres, ça a ans. changé aussi parce que pour, moi je suis un expat parce que je suis pas. Pour moi, Non, toi, expat t'es- c'est aussi. Ouais. Enfin, je suis un expat bien implanté. Ouais. Je suis un Français de l'étranger qui est expat. Ouais. Mais pour moi, en fait, il y a la notion de patrie. Ouais. Enfin, si toi, tu n'es pas expatrié Ah. parce que tu as la nationalité de là où tu habites, le Ouais. Liban. Ouais. Mais si tu n'es pas libanais, on peut dire que tu es expatrié parce que ta patrie, c'est la France. Ouais. Tu vois. Ah, mais finalement, on a quand même une santé. Ouais, c'est pas grave. Bon, mais merci en tout cas. Merci. Salut. Ah, salut. Ah, lui, c'est un Italien qui parle français. Ça va? Tu dis bonjour aux Français? Oui, oui, toujours, tous les jours. Tu es italien. Oui, oui, italien, Tu italien. habites à Hong Kong. Oui, Tu parles français. Je parle français. Comment ça se fait? Ah, j'ai rencontré trop de français. Il y en a plein ici. Hein. C'est à Merci. qui? C'est à qui? Ça, c'est la chaîne YouTube. Ah ouais, YouTube. Ok. Tu verras, je t'enverrai le lien. Je t'enverrai le lien. C'est tous les fans de Giorgia Meloni. Voilà. Bon, bienvenue, ravi de te revoir à Hong Kong. Bah pareil, ouais. Et, J'aimerais que tu viennes me voir au Liban maintenant. Je ferai ça. Si vous passez à Hong Kong, venez me voir. Si vous passez au Liban, allez voir Georges. À très vite.